Bonjour Rémi Godot. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien libéral L'Opinion. Alors au début du mouvement des Gilets jaunes, la question du rétablissement de l'ISF était une revendication qui était portée vraiment fortement. Qu'en pensez-vous ? Je pense que les Gilets jaunes devraient militer pour que l'ISF ne soit surtout pas rétabli, comme veulent le faire certains députés de La République En Marche. Alors là, je ne vous parle pas de l'ISF qui fait fuir les talents à l'étranger, je ne vous parle pas de l'ISF qui pose un problème pour les gros propriétaires immobiliers, ni même de l'ISF qui pose des problèmes de rendements fiscaux, non. Je vous parle de l'ISF qui s'attaque au capitalisme familial, à l'ISF qui, depuis 35 ans, a laminé tout le tissu industriel régional de PME et de grosses ETI. Alors, en quoi est-ce que c'est un problème pour ces entreprises familiales, puisque l'outil de travail était exonéré depuis l'origine? Alors, il y a différents aspects pervers, mais avant d'en arriver là, je voudrais dire une chose sur les gilets jaunes. Vous voyez bien que les gilets jaunes ne sont pas un mouvement anti-entreprise. C'est ça qui est intéressant. C'est peut-être un mouvement anticapitaliste, parce qu'il dénonce quand même les inégalités ou le capitalisme des grands groupes. Ce qui, en revanche, défendent, c'est l'entreprise et l'entreprise de proximité. Ils manifestent le samedi parce que le reste de la semaine, ils travaillent et souvent dans des PME ou des ETI intégrés dans la région. Mais dont le PDG est exonéré sur son entreprise de l'ISF. Alors absolument, le PDG était exonéré, donc on peut se dire que finalement, grand nombre de propriétaires d'entreprises ne payaient pas l'ISF. Mais il y a eu des effets beaucoup plus pervers. Lorsque vous avez une entreprise familiale avec des actionnaires qui sont des enfants ou des petits-enfants des créateurs, ils n'avaient pas tous forcément les moyens de s'acquitter de l'ISF. Or, pour conserver le contrôle familial, que faisait le dirigeant ? Il distribuait des dividendes afin de permettre aux actionnaires de payer l'ISF. Ce faisant, il pompait en quelque sorte le capital au détriment de l'investissement, au détriment de l'innovation et donc au détriment de l'emploi. Vous voyez que cet impôt ce dividende pour impôt, finalement, avait un impact sur la croissance de l'entreprise et l'affaiblissait. Il y avait aussi des problèmes de management. C'est sûr que lorsque vous avez des statuts avec des actionnaires qui ne paient pas l'ISF et des actionnaires qui payent l'ISF parce qu'ils sont en dehors de l'entreprise, ça complique beaucoup le management et en particulier, ça limite le recours à des compétences extérieures. Vous n'avez pas envie de déstabiliser votre entreprise, vous n'avez pas envie de déséquilibrer un petit écosystème où finalement on a fait rentrer pas mal de gens de la famille pour qu'ils ne paient pas l'ISF, et donc vous vous privez de compétences extérieures. Or, si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, parce qu'il faut faire un comparatif avec l'Allemagne, il y a 30 ans, il y avait, si je prends les ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire, il y a 30 ans, il y avait autant d'ETI en France et en Allemagne. Aujourd'hui, il y en a 2,5 fois moins en France. Donc, le modèle allemand a marché parce qu'il y avait un alliage entre des actionnaires familiaux et des compétences extérieures. Une fois de plus, ce sont des entreprises qui embauchent, des entreprises régionales, intégrées dans le tissu industriel régional, qui embauchent, qui innovent et qui souvent surperforment à l'exportation. Ce sont ces fleurons-là qu'on a contribué à affaiblir, à détruire, le maximum de l'effet pervers étant que certaines entreprises ont dû se vendre sous la pression d'actionnaires minoritaires qui en avaient ras-le-bol de payer l'ISF. Alors, si on ne peut pas taxer les grandes fortunes, comment est-ce qu'on peut assurer la justice fiscale quand on est libéral ? Il faut faire attention, on peut bien sûr taxer les grandes fortunes. Là, la question c'est, on taxe le capital. Vous savez, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi l'ISF épargnait les œuvres d'art ? On ne s'est pas posé la question. L'ISF épargnait les œuvres d'art parce que le gouvernement à l'époque et les milieux qui étaient concernés estimaient qu'on pouvait être propriétaire d'un tableau qui pouvait prendre très vite énormément de valeur et donc être incapable de payer l'ISF dessus au risque que ce tableau soit vendu à l'étranger et que tout le capital culturel du pays soit dilapidé. Eh bien, ce raisonnement qu'on a fait pour les œuvres d'art, on ne l'a pas fait pour les entreprises, comme si un tableau valait plus que l'emploi, l'innovation et le tissu industriel de notre pays. On l'a fait quand même puisqu'on a exonéré l'outil de travail, mais ça n'a pas empêché les effets pervers que vous avez expliqués. Rémi Godot, merci pour cet éclairage. Merci.